Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission d'opinion sur BNews. Le système démocratique qui génère les libertés individuelles mais aussi collectives ainsi que les droits de l'homme est-il en panne au Bénin? En tout cas, c'est la question fondamentale au cœur de cette émission sur laquelle je reçois deux invités dans un contexte tout particulier où la polémique enfle suite au retrait du Bénin du protocole additionnel permettant aux citoyens ainsi qu'aux ONG de saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que sur des questions de violation des droits humains. Et pour en parler, j'ai en plateau Fidèle Kikan. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes directeur pays d'Amnesty International Bénin. Courant ce mois d'avril, votre organisation a rendu public le rapport 2019 sur les droits humains dans le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. En face de vous, Maître Jacques Migan, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes avocat, ancien bâtonnier, acteur politique, membre de la mouvance présidentielle. Vous êtes surtout membre fondateur du Parti Bloc républicain, parti bien entendu qui soutient ardemment les actions du chef de l'État, Patrice Talon. Merci d'être présent. Écoutez, c'est nous qui vous remercions de partager nos points de vue sur comment se porte la démocratie aujourd'hui au Bénin. Démocratie que tout le monde apprécie. Et je m'en réjouis. Et sur tous les points d'ailleurs. D'accord. Nous allons donc à ceux qui ne voudront pas faire le débat. Alors, j'ouvre volontiers cette émission avec vous, monsieur Fidèle Kikan. Nous avons entendu dernièrement le Bénin, par l'entremise donc du gouvernement, décider donc de retirer cette déclaration qui permet aux citoyens béninois ainsi qu'aux ONG de saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Qu'est-ce que vous en dites en tant qu'organisation aujourd'hui qui milite pour le respect des droits humains? Le Bénin, comme l'a dit Maître Jacques tout à l'heure, est un État démocratique qui est très fier de sa démocratie. Il ne peut en être autrement d'ailleurs parce que nous avons réaffirmé dans le préambule de notre Constitution, notre Constitution a inféodé les principaux instruments de protection des droits de l'homme comme la Déclaration universelle, la Charte africaine. Nous sommes partis à plusieurs conventions et autres instruments protecteurs de droits de l'homme dans le monde. Et donc, je suis totalement d'accord avec Maître Jacques que nous avons aspiré à être un État démocratique. Mais un État démocratique est aussi un État qui protège les droits humains. Et dans la protection des droits humains, vous ne pouvez pas protéger les droits humains sans pouvoir mettre des mécanismes qui permettent aux détenteurs de droits de pouvoir garantir le recours, garantir la revendication de ces droits-là et donc gérer un équilibre, régulier un équilibre entre les pouvoirs de l'État ou du persécuteur et de celui qui jouit de ses droits. Donc c'est malheureux de voir qu'un pays qui a donc ces ambitions-là puisse se retirer d'un mécanisme comme celui-là qui est l'un des plus hauts au niveau africain. Mais ce qui bouleverse davantage, c'est la communication qui a été faite autour. D'abord, parce que nous avons vu le ministre de la Communication donner des exemples, essayer d'opposer un individu au peuple. Après, nous avons vu le ministre, finalement le ministre de la Justice qui est arrivé là-dessus, mais je pense qu'il n'y a pas une sérénité dans la communication autour du gouvernement. Parce que je prends les exemples les arguments phares du ministre de la Communication qui dit non, à la fois il dit non, ça n'a rien à voir avec tel monsieur, mais après il dit non, on ne peut pas on ne peut pas s'aborder les droits de l'ensemble de la population à un individu. Ça, c'est une méconnaissance du principe des droits de l'homme d'ailleurs, mais si je prends ça, qu'on ne peut pas s'aborder les droits d'un individu à tout le peuple, mais pourquoi est-ce qu'à cause d'un individu, on retire la faculté de tout un peuple à avoir accès à ce que... Faites attention à l'appellation de cette cour, c'est la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc je pense que c'est très regrettable ce qui a été fait là. Alors, monsieur Fidèle Kikan, je reste avec vous rapidement. On a entendu le ministre porte-parole du gouvernement, monsieur Alain Vroula, dit porter sa grief contre ce qu'il appelle les dérapages de la Cour. On a finalement également entendu le ministre de la Justice quand même qui estime que
on ne peut pas permettre que cette juridiction puisse s'immiscer et porter atteinte à la législation interne au Bénin. Est-ce que ce n'est pas des raisons suffisantes aujourd'hui pour pouvoir permettre au Bénin, en toute souveraineté, de se retirer de ce mécanisme? Non, écoutez, quand quelque chose ne va pas, vous ne le cassez pas, vous le réparez quand vous êtes de bonne foi. Parlant de la compétence de la Cour, l'article 3 du protocole qui a créé la Cour a clairement dit a clairement défini la compétence de la Cour. La Cour est compétente pour connaître de toutes les affaires, tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la charte, du présent protocole, etc., etc. C'est clair. Une fois que la Cour est saisie, la Cour et puis il dit, en cas de contestation sur le point, à savoir si la Cour est compétente, c'est la Cour qui décide. Mais encore là, on peut donner l'impression que la Cour est toute puissante. Mais faites attention. Vous allez voir sur toutes les décisions, surtout les décisions à caractère préventif comme des mesures provisoires qui sont prises. Et le Bénin, justement, juste là, il y a juste, je pense, une ou deux décisions de fond. Il n'y a que des mesures provisoires. La Cour prend précaution de dire, pour lever tout équivoque, la Cour précise que la présente ordonnance est de nature provisoire et ne peut préjuger en rien les conclusions qu'elle pourrait prendre sur la compétence et la recevabilité. Enfin, ce protocole permet les conditions ou trace les conditions d'amendement de son propre amendement, d'amendement du fonctionnement de la Cour s'il y a un problème. Ça veut dire que le Bénin avait plusieurs options de pouvoir, au niveau de ses pairs, se plaindre en greffe de la Cour et proposer un amendement à la Cour. Quand je prends le dernier argument du ministre garde des Sceaux, qui semble relever ce qu'on appelle dans le jargon des praticiens du droit la litispendance, parce que la même affaire a été présentée devant une instance et est revenue présenter devant la Cour, et que la Cour devait attendre qu'une instance se présente. S'il y avait ce problème, et que la Cour a décidé de prendre quand même des mesures provisoires, il revient au gouvernement, qui ne veut pas casser la juridiction, de pouvoir présenter ses arguments, encore que les mesures sont provisoires, de présenter ses arguments et d'amener par les pairs. Le Bénin peut se prévaloir des dispositions qui permettent l'amendement du fonctionnement de la Cour. On va donc y revenir tout à l'heure, puisque nous avons également écouté le ministre de la Justice, quand même, qui n'a pas caché l'intention du Bénin de procéder à des propositions d'amendement. On a par exemple la création d'une Cour africaine de justice et des droits de l'homme dans les prochains jours. Alors je me retourne cette fois-ci vers vous, Maître Jacques Migan, le Bénin qui se prévalant donc de sa souveraineté et de cette faculté qui lui est en fait s'est retiré de ce mécanisme. Est-ce que nous sommes là en phase avec le respect des droits de l'homme ou c'est un net recul comme on a pu l'entendre? Monsieur le journaliste, je vous remercie infiniment. Et il ne faudrait pas que nous fassions un amalgame. Le retrait, l'ordonnance qui a été rendue, constitue deux choses différentes. Je crois que M. Kika a appris tout récemment les conditions dans lesquelles le Bénin s'est retiré. Il n'y a rien à voir avec l'ordonnance qui a été prise. Je crois que si les uns et les autres avaient connaissance de cet acte que mon pays a posé, notre pays a posé, au mois de mars dernier, pour être beaucoup plus précis, le 16 mars, je crois que les uns et les autres ne seraient point en train de faire une confusion par rapport à la décision, l'ordonnance provisoire qui a été rendue. Et c'est en cela que je me dis souvent, quand on ne sait pas, on cherche à savoir. Quand on ne sait pas, on cherche à comprendre. Au mois de mars, pour des raisons bien précises, pour une décision qui avait été rendue, décision qui n'a rien à voir avec la décision du 17 avril, le Bénin a dit trop, c'est trop. Quand on a une juridiction comme la Cour africaine des droits de l'homme, qui traite de tout ce qui touche la violation des droits de l'homme, on ne va pas sur le terrain commercial. Encore que cette juridiction qu'on appelle la juridiction commerciale existe. Lorsque pour des raisons précises, vous avez un dossier qui concerne deux parties qui sont du monde du commerce, sur le plan interne,
Sur le plan national, nous avons les juridictions compétentes pour traiter ces dossiers qui les concernent. Et en cas de difficulté, lorsqu'une partie n'est pas d'accord relativement aux décisions rendues par le pays national, pour citer le cas du Bénin, nous avons la CCJA qui est compétente pour voir si le droit a été bien dit sur le plan interne en ce qui concerne le Bénin. L'affaire dont il s'agit concerne la Société Générale de Banque et une société codée. Affaire strictement commerciale. Rien à voir avec les droits de l'homme. S'immiscer. C'est ce que M. Kita disait tout à l'heure en parlant de litis pendens. Non, nous ne sommes pas dans le cas de litis pendens. Nous sommes dans le cas de l'objet même de l'affaire. Parce qu'avant de saisir une affaire, vous allez vous dire, c'est comme tout à l'heure, quelqu'un me disait, j'ai des problèmes de tension, j'irai voir un otorhinolaryngologie. J'ai dit non, c'est un cardiologue qui est compétent. Ne faisons pas le mélange. Prenne attention en ce qui concerne cela, oui. Alors, revenons à nos moutons. Donc, le Bénin a demandé le retrait de s'engager parce que le Bénin a constaté que la qualité de la décision rendue ne correspond pas à la mission assignée à la Cour africaine des droits de l'homme dans le domaine. Est-ce que la solution était de se retirer ou bien de procéder à la proposition J'en viens. De procédure? J'en viens. Alors, qu'est-ce que mon pays a fait? C'est ce qu'on appelle la critique constructive. Le Bénin en disant, je me retire. Mais je soumettrai à la conférence des chefs d'État prochainement et rapidement un projet pour qu'on revoie le fonctionnement de la Cour. C'est-à-dire aller à une réforme. Réforme qui était sollicitée depuis 2004. Ce n'est pas nouveau. Depuis 2004, monsieur le journaliste. Alors, ça ne me surprend pas, la position du Bénin. Ça rentre dans ce que j'appelle un pays démocratique, la réforme que nous connaissons depuis sous le régime du président Patrice Talon, qui souhaiterait que, enfin, les choses se passent conformément aux normes modernes. Je vous donne un exemple. Allez-y. Laissons même tomber le choix du Bénin de se retirer et d'aller à réforme. Vous avez une cour qui se dit exemplaire, qui se dit moderne. Mais, monsieur le journaliste, convenez avec moi que nous sommes au XXIe siècle. Comment pourriez-vous, vous, Cour africaine des droits de l'homme, demander à un pays, je dis bien à un pays, d'avoir une juridiction à double degré de juridiction? Je prends le cas de la Criette. La Criette, la Cour africaine dit il faudrait double degré de juridiction parce que lorsque vous prenez ce que nous appelons dans le jargon juridique le procès équitable, il suppose le contradictoire, ce que nous sommes en train de faire, le délai raisonnable, le temps pour aller vite et rendre la décision. Et enfin, le double degré de juridiction. Est-ce que la Cour africaine des droits de l'homme, qui enjoint à tel et tel d'avoir une cour à double degré de juridiction, est-ce que cette cour est exemplaire en n'ayant pas un double degré comme elle le souhaite aux uns aux autres, alors que cette décision, une fois rendue, cette décision sans voie de recours? Vous demandez à quelqu'un de pouvoir permettre à un justiciable, quel qu'il soit, lorsqu'il a perdu en première instance, de pouvoir saisir la cour d'appel, et vous-même, vous n'êtes pas de ce ressort-là, de ce monde-là. Je vous donne un exemple encore très simple. Oui, quand vous prenez le pays que nous aimons citer tout le temps, un exemple, je vais parler de la France. La France, pendant 200 ans, a fonctionné avec une juridiction qu'on appelle les assises, où lorsque vous êtes condamné, c'est fini, c'est sans voie de recours. Mais les droits de l'homme ont dit non. Il faut toujours donner, conformément aux droits de l'homme, la possibilité à tout justiciable de pouvoir exercer une autre voie de recours, ce qui va de soi. Et c'est seulement l'an 2000, je dis bien avec 200 ans, pour comprendre que c'est vrai si on doit parler du droit de l'homme, avant de changer de juridiction en disant désormais les assises comprendront le premier degré et ensuite le deuxième degré. Donc Jacques Mégan, pour vous c'est clair qu'il y a des dérapages. Non, c'est-à-dire qu'il faudrait que le Bénin s'est retiré. Non, c'est pas une question de dérapage. Le dérapage, c'est concernant
la décision qui a été rendue concernant deux sociétés alors qu'elle n'est pas compétente pour ce faire. Maintenant, est-ce que, comme vous l'aviez dit vous-même... Vous ne faites pas la liaison... Non, rien à voir, rien à voir. Rien à voir. Non, on en parlera tout à l'heure. Non, on en parlera tout à l'heure. C'est pour remettre les pendules à l'heure, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Et je m'attendais, et je m'attends encore, que les institutions ou les ONG qui ont l'habitude de critiquer mon pays, en se servant de nous-mêmes, enfants du Bénin, pour ce faire, n'aient pas vu ça. Alors que nous sommes dans ce qu'on appelle la construction béninoise, la construction africaine, pour que nous ne soyons pas tout le temps la sorte de sociétés qui viendraient sous l'angle de l'ONG pour nous dire faites ceci, faites cela. Mais on en parlera. Alors, donc si je vous donne tous ces exemples, avant qu'on ne parle de la décision rendue le 17 avril dans l'affaire Gavon, allons, s'il vous plaît, ne faisons pas d'amalgame, s'il vous plaît. Monsieur Fidel Kikan, est-ce que les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ont vocation à remettre en cause des questions de souveraineté comme l'organisation des élections, par exemple, ou à porter atteinte à la législation interne des pays membres? Écoutez, déjà, c'est très difficile d'opposer la souveraineté des États quand on parle du droit international, parce que le droit international, c'est l'arène des compromis. Vous avez l'obligation de respecter gentiment et élégamment votre signature. Donc, je pense qu'on ne peut pas aller sur ce terrain-là. Mais ce que je peux déjà dire, maître, je connais très bien le dossier. Je connais très bien le dossier et faites confiance. Vous savez quand même que nous travaillons de façon assez rigoureuse. En tant qu'Amnesty, vous êtes acteur de droit, donc vous avez bien... Je connais très bien le dossier. Toutes les affaires dont vous parlez depuis cette affaire de 17 ou je sais pas, 16 février 2000... Je n'ai jamais dit 17 février. Non. L'affaire commerciale. L'affaire commerciale. Le litige commercial. Le litige commercial. Pas 17 février, 17 mars. Non. Bon, ok, d'accord. De toute façon, nous avons en main tout le dossier. Nous l'avons étudié. Donc, nous savons de quoi nous parlons. Mais les États, prenons maintenant, au cas où l'État béninois a toutes les raisons de se retirer. Et a tenté dans une première communication de dire, oui, comme l'ingérence s'est faite au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais allons voir la jurisprudence de la Cour. La jurisprudence de la Cour, même la Tanzanie sur l'affaire, comment ça s'appelle, Ntikila. La Tanzanie a hésité avant de se retirer. Mais il y a eu deux conditions, il y a eu deux choses. La Tanzanie a obtempéré, a mis en œuvre la décision. Malheureusement pour le pauvre Christopher, révérend Christopher, il n'a pas pu jouir de ça, il est décédé avant. Et la Tanzanie non seulement a respecté, mais a mis aux normes sa législation interne qui posait problème. La Côte d'Ivoire, tout récemment, c'est une ONG qui s'est plainte de la Côte d'Ivoire devant la même Cour, qui a rendu la décision, qui a demandé qu'une réforme soit faite au niveau de la CENI. La Côte d'Ivoire s'est exécutée. Dans l'affaire Konaté, dans l'affaire Zongo, le Burkina Faso s'est exécuté. Donc les deux pays qui se sont même retirés, donc la Tanzanie et le Rwanda, l'affaire Ngabire, avant que cela ne soit fait, il y a eu exécution de la décision. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que mon pays, quelle que soit l'affaire commerciale ou l'affaire dite politique, pourquoi est-ce que mon pays ne s'exécute pas alors que nous sommes restés au plan interne à dire que force doit rester à la loi et aux décisions de justice. Ça, c'est la première chose. À propos de ce qui est proposé comme alternative, maître, ce n'est pas une réforme de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est un prolongement du mandat de la Cour de justice, de la Cour africaine de justice actuelle, qui va être élargie pour devenir une cour, une CPI bis. Nous avons fait un excellent document là-dessus, maître, et je vous promets de vous en donner copie. Vous savez la dangerosité qu'il y a dans le protocole de Malabo? L'un des premiers articles du protocole de Malabo qui va fonder la prochaine Cour africaine de justice et des droits de l'homme accorde immunité totale aux chefs d'État en exercice et aux hauts fonctionnaires. Dans le même temps, l'article 4 de la charte de l'Union africaine prône l'impunité et prône la démocratie et la transparence des droits de l'homme. C'est un problème. Vous avez
une Union africaine qui est pratiquement financée à 80 à 70% par l'extérieur et qui ambitionne de mettre en place une Cour africaine de justice et de droits de l'homme qui aura compétence sur 14 crimes alors que la CPI n'a compétence que sur 3 crimes, il va trouver le financement ou avec 18 juges. Alors, des questions voilà, que vous posez. Donc voilà. La solution qui est en train de nous, c'est pour dire, la solution qui est en train de nous être proposée, c'est une solution extrêmement grave pour protéger les régents qui vont continuer à faire impunément, piétiner impunément. Les droits de l'homme ont dépassé le niveau où chaque chef d'État peut fermer ses frontières et disposer alors, de nous allons progresser dans cette émission, si vous permettez, parce que le temps imparti à cette émission-là, voilà, file très, très, très vite. Alors, Maître Jacques Migan, aujourd'hui, après ce retrait du Bénin, qui sera acté certainement dans 12 mois, si je comprends bien, quels sont les nouveaux rapports qui peuvent lier désormais les citoyens béninois à cette cour? Écoutez, ce journal, il faudrait que je rectifie quelque chose. Quand on ne sait pas, très rapidement, et je me rends compte que très souvent, les gens disent sans savoir. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai été très précis, que l'affaire dont il s'agit n'a rien à voir, l'affaire commerciale, avec la décision du Bénin de se retirer. On revient là-dessus en disant le Bénin, en citant des exemples, Tanzanie, Côte d'Ivoire, Rwanda. Il ne revient pas au Bénin en ce qui concerne 2 sociétés commerciales. Mon pays n'est pas concerné. Il faudrait que l'amalgame ne se fasse point. Et c'est fort de ça que je dis. Quand on ne sait pas, on ne dit pas. Et je vous ai dit, on n'a pas encore parlé du dossier du 19 avril dernier concernant M. Agavon. Pour revenir à vos préoccupations, vous me demandez, quid de la saisine des citoyens béninois devant le désengagement de mon pays? Le législateur africain a prévu ce qui peut se faire. Déjà, vous avez 55 pays qui composent l'Union africaine. Une trentaine ont ratifié la Cour africaine des droits de l'homme pour son existence. 9, hier, je dis bien hier, ont accepté, ont fait des déclarations pour qu'un citoyen ou ONG puisse saisir directement la Cour. Quid alors des autres? Si on prend, disons 30, alors qu'ils sont 55, les 20 et quelques qui n'auraient pas ratifié, leurs citoyens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Mais ils ont la possibilité, comme si tout citoyen béninois, lorsque mon pays, à travers sa déclaration, comme l'a dit au cours d'une interview, M. Kika, c'est une faculté. Vous, lui et moi, qu'est-ce que nous pouvons faire dans ces conditions? Mais il nous suffit tout simplement de saisir la Commission africaine des droits de l'homme, déposer nos plaintes. Il revient à la Commission africaine ce que font les autres. C'est une autre possibilité. Si vous ne pouvez pas le faire directement à travers la déclaration, mais vous pouvez le faire indirectement. Est-ce que la procédure ne devient pas longue? Mais écoutez, ça fait partie des réformes, certainement, je dis bien certainement, que mon pays va certainement proposer. Mais je voudrais aussi dire ceci. À l'heure où nous parlons, nous ne savons pas, ni moi, ni vous, ni lui, le contenu du projet de réforme que va solliciter ou que mon pays va déposer entre les mains des autres pays. On va vite, on va vite évoluer, mais je reste avec vous. Oui. Alors, en une minute, oui. Vous allez apprécier cette décision rendue en faveur de M. Sébastien Germain Agavon, encore à titre provisoire, en joignant donc au Bénin de ce soir à l'organisation des élections communales et municipales du 17 mai prochain. Est-ce que la Cour reste dans ses bottes ou, comme l'a dit le ministre de la Communication, il s'agirait là donc d'un dérapage? Je ne dirais pas, je n'aime pas tellement utiliser des mots repris et dit par quelqu'un d'autre. Mais je dirais tout simplement que c'est une décision qui ne peut pas être appliquée. Je vous dis pourquoi. C'est comme si, je vous donne un exemple et puis je vais vous expliquer. On dit, ce Kika est condamné à 20 ans de prison, qu'il aille faire ça au ciel. Est-ce qu'il peut? Non, il ne peut pas. Et vous conviendrez avec moi que ce n'est pas possible. C'est ce que nous on appelle en droit une décision inapplicable. Vous condamnez quelqu'un et vous lui demandez d'aller purger cette peine au ciel. Où? Comment? À supposer même qu'on dise encore la Lune. Aujourd'hui, les gens vont sur la Lune. Et comment? Bref, revenons à cette décision. On demande à mon pays de suspendre provisoirement
l'organisation des élections communales, mais municipales prévues pour le 17 mai prochain. J'aurais ouï dire que c'est une mission dans les affaires de mon pays. Mais ça va au-delà. C'est ce qu'on appelle la qualité d'une décision. Avant que les juges ne rendent une telle décision, est-ce qu'ils ont cherché à savoir comment ce pays fonctionne? Est-ce qu'ils ont cherché à savoir comment, comme il a été dit, quand on lit, nos pères, ils disent ceci, avant que vous n'alliez même à cette décision, on dit, avant que, après épuisement des voies de recours internes, vous pouvez saisir la Cour. Je dis bien après épuisement des voies internes, vous avez des problèmes de droits de l'homme en ce qui concerne votre pays. Nous sommes dans un état de droit. Le droit a toujours été respecté. Et je mets au défi celui qui dirait que nous fonctionnons sans tenir compte de la légalité. Alors, un citoyen ne saisit pas. Les juridictions compétentes n'épuisent pas les voies de recours qui lui donnent le droit de saisir une autre cour. Premier point, est-ce possible? Deuxième point, je disais tout à l'heure, en ce qui concerne notre Constitution, ce que beaucoup oublient, hier, la loi réglementant, la loi organisant les élections communales et municipales, c'était une loi ordinaire, légale si vous préférez, légale, c'est-à-dire le délai du mandat des maires est un délai qui peut être modifié, un délai qui peut être prorogé, ce qui n'était pas, ce qui n'est pas le cas du délai du mandat des députés et du chef de l'État. Parce que ces lois tirent leur force dans la Constitution. Et aujourd'hui, avec les élections générales prévues pour 2026, il se confirme aujourd'hui que la loi organisant les élections communales et municipales tire leur force dans la Constitution. Ce que les juges devaient chercher à savoir, qu'ils rendent une décision, c'est leur droit. Mais demander à ce que l'on suspende pendant un certain temps, je dis, il y a problème. C'est là où je parle de la qualité de la décision. Et je me suis posé des questions. Est-ce qu'ils ont... Parce qu'avant de rendre une décision, il faut que la décision puisse être applicable. Alors, M. Fidel Kikan, sur cette décision, est-ce que la Cour était restée collée à cette prérogative? Vous allez répondre rapidement. On va évoluer à un autre point. Oui, parfaitement, parce que la Cour a motivé sa décision. Par rapport à l'épuisement des voies internes, la Cour a mis en avant la qualité de réfugié politique de l'individu. À l'intérieur, par rapport à d'autres événements, la Cour a montré son agacement, vu que les décisions antérieures n'ont pas été respectées par l'État béninois, a montré son agacement et a pris la décision qu'il fallait pour dire il y a urgence parce que quand même vous ne réparez pas une élection à laquelle vous n'avez pas participé. C'est ce que je peux dire. Mais attention, il y a deux choses que je voudrais préciser. Il y a deux pièges dans lesquels on est en train de nous mettre. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples est une juridiction, est une instance quasi juridictionnelle, rend des avis et des recommandations et qui n'ont pas force comme une décision d'une cour. Et s'il vous plaît, depuis que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples existe, sur les 272 cas qui sont devant cette cour, il y a seulement 3 qui sont remontés au niveau, qui sont provenus de la commission. Donc ça veut dire que si on nous envoie vers une commission qui, je ne sais pas en combien d'années, n'envoie que 3 dossiers devant la cour, cela rendrait inopérationnelle la cour. Inopérationnelle, c'est-à-dire que ce qu'on nous propose là ne marcherait pas. Comme aussi la chambre à gaz dans laquelle on nous envoie par rapport à la Cour africaine de justice des peuples, qui sur le plan institutionnel, sur le plan structurel, sur le plan financier, ne tiendra pas et ne pourra pas tenir. Donc, je pense qu'il faut éviter ces pièges-là. Pour revenir sur la question de la suspension, mais vous avez bien vu la jurisprudence, à part les affaires Konaté, Zongo, qui sont les affaires liées à la liberté de presse et la liberté d'expression tout court. Les autres ont caractère électoral. Mais ces pays ont respecté. Et je voudrais vous dire une chose. La logique de la Cour ne fait plus confiance à l'ordonnancement juridique interne du Bénin. Et je pense qu'elle a dit de façon très claire. Et cela aussi a été repris par la communauté internationale lors de l'examen périodique universel de novembre 2017,
où une recommandation, plusieurs recommandations ont clairement dit au Bénin de mettre aux normes internationales l'arsenal ou l'écosystème législatif. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et donc, quand vous n'avez pas confiance à cet ordonnancement interne, et que nous sommes en matière de protection des droits de l'homme de façon universelle, en tant qu'institution de régulation, pour protéger l'individu, vous ne le retournez pas là où il a tout à... Vous faites bien. Donc, voilà un peu, si vous lisez, ce n'est que 16 pages. Lisez cette décision, voilà un peu l'esprit de... Vous faites bien de parler donc de législation interne, ça nous offre comme ça le boulevard de la transition vers le deuxième point. On parle donc de système démocratique au Bénin, de réforme du système partisan, de système électoral également au Bénin. Alors, il y a eu assez de réformes opérées pour éclaircir ce paysage démocratique au Bénin. Alors, est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez l'impression que ces retouches qui ont été opérées sont de nature à favoriser davantage l'expression et la jouissance de la liberté et le respect des droits humains? D'abord, nous sommes d'accord pour les réformes. Le monde évolue. Nous avons plusieurs fois proposé d'ailleurs dans cette pensée évolutive des choses au gouvernement que le PAG ne soit pas incrusté dans le marbre et que le PAG puisse nous accompagner. Alors, sur la nécessité de réforme, oui. Mais la nécessité de réforme ne peut pas enlever aux citoyens béninois le droit d'être électeur ou le droit d'être votant. Vous pensez que ça a été remis en cause? Moi, je pense fondamentalement, mon institution pense fondamentalement que la loi électorale, que ce soit l'ancienne ou la loi revue après le dialogue en griffe politique, demeure exclusif. Demeure exclusif sur, disons, les cautions, demeure exclusif sur la manière dont elle a été portée. Mais comment est-ce que vous pouvez retoucher à une loi qui a posé problème à tout le monde, vous allez la retoucher sans les principaux acteurs pour lesquels ça pose problème? Notre Bénin, je suis d'accord, nous avons une certaine fierté. Vous disiez tout à l'heure, vous comptez le nombre de pays qui ont eu accès à la Cour, 9, 30, machin. Mais au moment en 90, le Bénin allait à la démocratie. Le Bénin n'a pas regardé autour de lui combien de pays étaient en démocratie. Le Bénin a décidé d'aller en démocratie. Nos valeurs, nos principes nous appartiennent. Et donc, nous sommes habitués au consensus. Ce que nous reprochons à cette loi-là, nous n'allons pas aller dans le fond, c'est que est-ce que tous les acteurs qui sont concernés par cette loi-là, que ce soit l'ancienne ou la nouvelle, est-ce qu'elles sont rester autour de la table et que les vrais problèmes posés par les lois antérieures ont été faits. On a fait aussi, on est allé au-delà, on a fait on a revu le statut de l'opposition. Mais vous avez revu le statut de l'opposition entre vous, mouvanciers. Moi, je pense que dans un système démocratique, c'est la contradiction, comme Maître l'a dit, et c'est aussi le fait de pouvoir assurer que la voix de tout le monde soit entendue. Donc, sur ce plan, je crois qu'il y a encore des pas à faire pour éviter ce que nous avons connu entre avril et mai jusqu'en juin. Il y a encore des pas à faire. Ces lois-là sont encore perfectibles et je pense que nous avons encore cette sagesse que nous avons eue en 90 autour du consensus pour que tous les acteurs puissent s'entendre là-dessus. Voilà. Alors, Maître Jacques Migan, alors aujourd'hui, lorsque vous passez au scanner ces réformes opérées dans le système partisan, le système électoral, pour ne pas dire le système démocratique tout court, est-ce que les griefs qui sont pour la plupart portés ont fait allusion à ces violences réprimées au mois d'avril suite aux élections? On a parlé également de la loi sur l'amnistie. Amnesty parle notamment d'impunité consacrée dans la loi. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, il faut dépasser ces considérations et pouvoir avancer? Monsieur le journaliste, avant que je n'aborde ce point, pour permettre à ceux qui vont nous écouter, qui nous regardent, je voudrais rappeler à M. Kika, quand on est réfugié politique, ça veut dire qu'on est dans un pays et sous la protection de ce pays. Quand vous êtes réfugié politique, en France par exemple, l'OFPRA, l'Office français de protection des demandeurs d'asile, des réfugiés et d'apatrides, on vous donne un document qu'on appelle un passeport. On vous établit les actes qui vous permettent de circuler. La seule différence, vous ne pouvez pas aller dans votre pays, le pays d'origine. Donc vous êtes sous le droit français.
les juges qui ont pris ce dossier de la Cour africaine des droits de l'homme, est-ce qu'ils ont cherché à savoir le statut de M. Adjavon Sébastien? A-t-il la possibilité de les saisir? En vertu, quel serait son statut, sa nationalité? Un. Deuxième chose que je voudrais dire, à supposer, pourquoi je le dis? Parce qu'on m'a dit, je disais tout à l'heure, il n'a pas épuisé les voies de recours internes. On me dit parce qu'il est réfugié. Voilà. Donc, les juges auraient dû savoir c'est quel statut il saisit la Cour. Alors, deuxième chose, quand j'entends dire la Cour ne fait pas confiance à l'ordonnancement juridique du Bénin, c'est grave. C'est grave, c'est très grave. Elle a démontré, mais... je dis bien, à supposer même qu'elle ait démontré, il ne revient pas à UONG, Amnesty International, de dire de telles choses. Ça veut dire que vous devenez partisan. Ça ne se dit pas. C'est une leçon. Vous l'avez su comment? Vous dites, elle a démontré. Et vous l'affirmez. Alors que tout à l'heure, je disais que Amnesty International a l'art de critiquer sans aller à proposition. Ce que mon pays fait. Maintenant, revenons à la question. Oui. Je vais vous dire quelque chose. Je crois qu'il faudrait non seulement louer les précédents régimes, mais également dans son ensemble. Je veux parler du gouvernement précédent et du gouvernement actuel, au niveau des députés et de ceux qui sont là actuellement. Pourquoi? Les réformes en ce qui concerne le système partisan, le code électoral, avait commencé en 2013 dans un but bien précis. Si on prend le système partisan, c'est pour permettre à mon pays, qui est un petit pays, de ne pas avoir plusieurs partis politiques, tout en respectant ce que la Constitution a dit, le multipartisme. Intégral. Alors, une réforme a été faite. Hier, en 2013, il est demandé à chaque parti qui se constitue d'avoir par département 10 membres adhérents et fondateurs. Nous sommes d'accord. Vous ne représentez pas, vous n'êtes pas, ça ne fait pas encore ce que nous recherchons, un parti national. L'actuelle législation a demandé que l'on aille au-delà. Et ceux qui ont voté cette loi étaient là avant que le gouvernement actuel ne vienne. Ils ont dit, désormais, il faudrait que vous soyez représentatifs sur toute l'étendue du territoire, soit 15 membres fondateurs par commune, ce qui donne 1155. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Ce qu'on voudrait faire, vous ne pouvez pas dire que vous êtes un parti représentatif et ne pas couvrir l'étendue du territoire. Alors, justement, mais à l'épreuve de l'application et la mise en œuvre de cette loi, c'est là où je vais en venir. On a quand même observé qu'aujourd'hui, il y a quand même un Parlement qui a été installé sans opposition au Parlement et on parle d'élections exclusives. Je vais vous expliquer. Et c'est très important. Nous avons dans notre pays les gens, hier encore, qui créent les partis sans chercher à lire les textes, qui demandent, qui organisent, comment doit être créé un parti politique. Nous avions toujours été habitués à des hommes qui font avec de l'argent pour créer, mais chercher à avoir les compétences, les expertises qu'il faut. Quand vous prenez les différents partis, pour la plupart d'entre eux, ils ont fait sans chercher à comprendre. Je l'ai dit plusieurs fois, pas ignorance. Alors que les nouveaux partis, que ce soit le Bloc républicain, l'Union progressiste, Moël, et ainsi de suite, mais ils ont fait en fonction des nouveaux tests. Le PRD, qui est un vieux parti, en a tenu compte. Mais les partis qu'on dit de l'opposition, ils ont fait par résistance. Pour reprendre leur expression, nous sommes des résistants. Nous n'allons pas respecter les tests en vigueur. Justement, Maître Jacques Migan. Alors, dans ces conditions, qui est démocratique? Nous allons faire la synthèse rapidement. Oui. Vous allez chuter sur la question en appréciant cette résistance opposée par les partis de l'opposition, parce que nous ne pouvons pas participer aux élections en avril 2019. Et s'en est suivi des manifestations de heurts. Et malheureusement, des concitoyens, on s'incline devant le âme ici, ont perdu la vie. Et de côté de manifestants et du côté des forces de l'ordre, s'il vous plaît. S'agit-il là de questions de violation massive? Je vous dis ceci. C'est vous qui parlez de violation des droits de l'homme. Faisons attention. Parce qu'on vient ici maintenant.
pour vous agresser, qu'est-ce que vous allez faire? Croiser les bras et puis laisser faire? Parce que ce que nous avions vécu, peut-être que vous n'étiez pas, vous, sur les lieux. J'habite encore pas loin des lieux. Quand vous voyez des gens avec des cocktails Molotov, des bidons d'essence, des allumettes, ainsi de suite, et nous avions vu brûler une station, brûler des voitures, pas seulement sur un lieu privé, mais au ministère. Et les gens y allaient. Et moi qui vous parle, pas 2 fois, les gens sont venus devant ma maison demander à mes agents de sécurité si c'est bien chez moi. Mais heureusement, ils ont eu la présence d'esprit de dire non, ils n'habitent pas là. Et deuxièmement, devant ce qui se passe, rapidement, on a enlevé les véhicules des lieux. Alors, quand vous dites, par exemple, il y a eu ceci, il y a eu cela, je dis, mais de quoi parlons-nous? Qui sont ceux qui ont agressé? Est-ce que Amnesty International? Est-ce que France 24? Est-ce que RFI? Est-ce qu'ils ont fait un reportage complet, équilibré, pour dire la situation? Vous avez vu ce qui s'est passé à Tchaourou? Je rends grâce à Dieu. Et à Savé. Qui a commencé? Est-ce que c'est les forces de l'ordre? Alors quand on dit de manière partisane, de manière, je dirais, aveugle, relayez pas des compatriotes pour faire plaisir à une institution. Je dis, mais la situation est grave. Alors, vous pensez que mon pays est un pays où il y a l'anarchie? Alors, monsieur Fidel Kikan, voilà, là, nous sommes de plein pied à l'intérieur de votre rapport sur les droits humains, sur le Bénin. Que répondez-vous à tout ce que le maître a dit? Amnesty International n'a pas pris parti, maître. Oh, mon Seigneur. Nous avons demandé, sur les 4 positions que nous avons prises, nous avons demandé à l'État béninois de faire une enquête rapide et impartiale pour nous éclairer. Et pour l'aider à faire l'enquête, nous avons pris des échantillons sur lesquels nous avons fait des documentations dans le fond. Les 4 morts sur lesquels nous avons fait notre travail n'étaient qu'un échantillon. Et c'est pour rester collé à notre rigueur de travail. Sinon, nous avons d'autres documents, nous avons d'autres éléments sur lesquels nous pouvons dire il y a une dizaine de morts. Mais tant que nous n'avons pas, il y a un checklist que nous devons avoir. Tant que nous n'avons pas eu ça, nous n'avons pas fait ça. Nous avons demandé à l'État de faire l'enquête. Est-ce que l'enquête a été faite? Ce que nous avons vu venir, nous avons vu venir mettre en place un comité qui devait faire l'évaluation des dégâts matériels. Je suis totalement d'accord avec Maître. Qu'il y a eu des gens qui, parmi les forces de défense et de sécurité qui ont été blessés, qu'il y a eu des particuliers qui ont été touchés dans leur chair, dans leur bien saccagé. Mais c'est tout ça qui constitue l'enquête. Mais ce qui est curieux, quand on prend Tchaourou, comment est-ce que la télévision nationale, à longueur de journée et de nuit, nous montre plus d'une 50aine de forces de défense et de sécurité blessées et qu'on n'ait fait jusqu'à ce jour aucun bilan civil? Mais c'est tout ça que nous mettons dans l'enquête. Et qu'avec tout ça que nous avons vu, nous n'allons jamais défendre des manifestants violents. Jamais. Et vous n'allez jamais voir ça. Mais par contre, dans Prudence, par exemple, est-ce qu'elle avait cocktail Molotov dans la main? Elle habitait où? On va laisser M. Fidel. Elle a été tuée et nous continuons d'affirmer par une balle de la République du Bénin. Et il appartenait à la République du Bénin, si elle n'était pas d'accord de faire les examens qu'il fallait. Quand les avocats ont demandé l'autopsie, le gouvernement a accepté l'autopsie, mais l'autopsie a été faite sans la présence des avocats et de la famille. Et on a influencé les autres familles, après avoir confisqué les corps, de venir chercher, comme le corps de Dieudonné Diao, aujourd'hui aussi est confisqué, de venir chercher leur corps et ils ont procédé à l'enterrement. Vous voulez qu'on continue comme ça et dans ce tohu-bohu, au lieu de l'enquête, parce que le comité de lutte contre la torture, le comité contre la torture a demandé aussi qu'il y ait une enquête dans un délai de 12 mois. Le Bénin est en train d'épuiser les 12 mois. Est-ce que le Bénin va répondre à ce comité-là dont il est aussi parti? S'il vous plaît. Donc, dans ces conditions-là, vous sortez une loi d'amnistie qui rend comment dit-on, d'office
coupables tous ces jeunes qu'on a ramassés dans la rue de façon arbitraire, qu'on a détenus de façon arbitraire. Ça, ce n'est pas un droit de l'homme. D'accord. Nous sommes pratiquement vous avez protégé des gens qui, quelques heures auparavant, le ministre de l'Intérieur... Non. Monsieur Kikan, nous sommes pratiquement... parce qu'on est convaincus de ce que nous avons. Pratiquement à la fin de cette émission. Je vais vous permettre de conclure, mais en évoquant rapidement, en 1 minute maximum, la question sur la liberté des médias. On a perdu 17 places dans le classement de Reporters sans frontières. Rapidement, que dites-vous de ça en termes de conclusion également? Nous sommes totalement solidaires du rapport de Reporters sans frontières et c'est quelque chose que nous avons dénoncé depuis. Nous avons vu les médias qui ont été suspendus, fermés. Nous avons vu Soleil FM qui n'existe plus. Nous avons vu la Nouvelle Tribune qui n'existe plus dans les conditions que nous connaissons, alors que le candidat Talon et normalement dans le PAG, nous avons vu normalement qu'il devait avoir une protection de la liberté d'expression. La Constitution reconnaît, garantit d'ailleurs cette liberté et que les journalistes, nous avons depuis 2015 résolu que le délit de presse est dépénalisé, mais hier, Kazmi était devant la criette, aujourd'hui, Ignace Soso est en appel. Je pense que quand nous prenons ces évidences, il faut avoir un profil bas pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Merci. Et ces choses ne vont pas parce que nous avons pris des mauvaises lois et nous avons une mauvaise interprétation de ces lois. Monsieur, et que nous avons rendu la justice pas très indépendante à cause du Conseil supérieur de la magistrature. Votre appréciation sur le paysage médiatique de cette bonne arrière? Vous savez... rapidement, puisque nous sommes pratiquement à la fin. Nous sommes dans un pays... et je m'en réjouis, où l'état de droit est. Je le dis avec force. Mais quand on ne veut pas que l'on fasse selon sa vérité, je ne dis pas selon la vérité, vous êtes coupable. Je vous ai expliqué depuis le début, jusqu'à l'heure où nous parlons, et je continue à le dire, nous avons ces ONG, que ce soit Amnesty International, que ce soit Reporters, c'est leur droit le plus absolu. Mais quand on ne sait pas, on se tait. On ne dit pas, nous attendons une commission de l'autre, la réponse de l'autre. Sinon, ne faites pas de manière unilatérale et dites, par exemple, que le Bénin est comme ceci, le Bénin est comme cela. Voilà un aveu. Il vient de reconnaître que le rapport de Amnesty International est un rapport partisan. Parce qu'il dit, nous n'avions pas eu la version de l'État béninois. Sur la question de la liberté de la presse, si vous fonctionnez de cette manière, sur la question de la liberté de la presse, voilà. Sur la question de la presse, sur la question de la presse. En un mot, oui. Non, je crois que nous sommes dans un pays aujourd'hui. Force doit rester à la loi. Quand nous avons, je parle du code numérique. On dénombre 17 journalistes et blogueurs en prison depuis l'adoption de ce code numérique. C'est le secteur qui n'est pas encore réglementé. Donc, il faudrait que les uns et les autres fassent très attention et lisent le code. Merci. Moi qui vous parle, je suis quelqu'un. Et je dis souvent, nul n'est au-dessus de la loi et nul n'est censé ignorer la loi. Quand on ne sait pas, ne posons pas. Et c'est ce qui nous amène toujours à être interpellés sur tel point. Merci à vous, Maître Jacques Migan. Vous êtes avocat, ancien bâtonnier, acteur politique, membre de la mouvance présidentielle, surtout membre fondateur du parti Bloc républicain. Merci d'avoir accepté prendre part à cette émission avec nous. En face de vous, j'avais M. Fidèle Kikan, directeur pays d'Amnesty International Bénin. Merci également pour vos arguments développés sur ce plateau. C'est ainsi que nous contribuons à l'édification de la nation béninoise. Et c'est la fin de cette émission Face à Face sur BNews. À très vite.